Bonjour à tous, merci d'être présents à ce 12e webinar. Vous êtes très présents aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui. Vous avez été plus de 200 à vous inscrire à ce 12e webinar. Donc merci beaucoup à tous d'être présents ici aujourd'hui. Cela fait maintenant plus de 2 ans que j'anime des webinars dans le cadre de l'investissement locatif immobilier en France lorsque l'on habite à l'étranger, donc dédié à des expatriés ou à des non-résidents. Merci encore d'être là. Comme d'habitude, pour ceux qui reviennent régulièrement, n'hésitez pas, vous avez un espace spécifique pour mettre vos commentaires qui doit être juste ici ou alors sur la fenêtre à côté. Vous pouvez mettre des questions, j'y répondrai. N'hésitez pas à m'interrompre. Je suis là pour répondre à toutes vos questions pendant tout ce webinar. Également, pour démarrer, comme d'habitude, petit exercice, je vous propose de nous dire, de me dire, moi qui suis à Paris aujourd'hui, et que je suis en pull, il fait pas très chaud aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire de quel pays vous provenez, dans quel pays vous habitez, dans quel pays vous êtes expatrié. Ça nous fait toujours voyager. Vous voyez peut-être la map monde derrière qui vous dit que chez MyExpat, nous avons des clients dans plus de 50 pays dans le monde maintenant. On essaye toujours de vous aider de plus en plus à pouvoir réaliser votre investissement immobilier en France. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas à me poser vos questions. Vous le savez également, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram. Vous êtes très nombreux à vous être abonnés à notre newsletter également. Vous êtes encore plus nombreux à nous suivre sur notre blog que j'espère être intéressant. N'hésitez pas à nous faire part encore une fois de vos commentaires. Bonjour Louise de Singapour. C'est justement Camille qui se trouve derrière, qui gère toute la partie marketing et notamment le blog. Donc j'espère que vous trouvez ça intéressant. Alors, bonjour Baudouin de New York. Donc je vois qu'on a déjà deux extrêmes, Singapour et New York. Je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui et vous venez d'un petit peu partout dans le monde. Cambridge typiquement au Royaume-Uni, donc on est déjà à pas mal de zones dans le monde. Dubaï où on a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de clients à Dubaï. Zurich également en Suisse. Bonjour Romain. Encore une fois, n'hésitez pas, prenez l'habitude de mettre vos commentaires, de mettre vos questions, de participer. Donc la première étape, c'est de marquer le pays dans lequel vous habitez aujourd'hui. Et puis nous allons, voilà, petit à petit, je laisse arriver un petit peu les retardataires pour ce webinar. Vous savez également que vous pourrez retrouver ce webinar en replay sur notre chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous inscrire également, si vous ne l'avez pas déjà fait, donc à notre newsletter et à notre chaîne YouTube, ce qui vous permettra de voir ou de revoir déjà tous les webinars que l'on a déjà fait depuis plus de 2 ans maintenant et de revoir celui-là en replay. Alors, le sujet de ce webinar-là, de ce 12e webinar, c'est un sujet qui est extrêmement important puisque, bonjour Jean-Pierre d'Inde, j'en profite, sujet extrêmement important qui est tous les pièges qu'il faut éviter lorsque l'on démarre un projet d'investissement locatif ou lorsque l'on est dans un projet d'investissement locatif. Alors, il y a plusieurs pièges à éviter. Nous allons les voir les uns à la suite des autres. Il y a des pièges qui sont relativement faciles à identifier, donc qui sont plutôt flagrants. Et puis, il y en a d'autres, par contre, qui sont moins flagrants, mais qui sont tout aussi importants, voire même plus importants. Et au fur et à mesure de ce webinar, donc je vais vous expliquer les différents pièges que nous, on a détectés depuis les 10 dernières années à force de vous aider à faire votre investissement locatif. Et à chaque piège, je vais vous donner les solutions ou les alternatives pour ne pas tomber dans ce piège-là ou des conseils pour arriver à ne pas tomber dans ce piège-là. Donc, si l'on commence, le premier piège dans lequel un investisseur va tomber, c'est
celui de se concentrer uniquement sur les avantages fiscaux. Vous êtes très nombreux, il y a beaucoup de monde d'investisseurs, et notamment non résidents, qui veulent investir dans l'immobilier en France pour exclusivement avoir des avantages fiscaux. Donc, ça peut être pour des raisons diverses de fiscalité. Alors, les risques, c'est quoi? Le premier risque, c'est déjà que un avantage fiscal aujourd'hui en France, vous connaissez la fiscalité française. Quand on regarde ça de l'étranger, on voit que la fiscalité française change très souvent. C'est d'ailleurs un des grosses critiques que beaucoup de monde, beaucoup d'économistes font au gouvernement français, c'est justement que ça change très souvent. Donc les dispositifs fiscaux que l'on connaît aujourd'hui en France peuvent disparaître. Ils sont pas figés, ils peuvent changer. L'exemple le plus flagrant, c'est celui de la loi Pinel. La Cour des comptes a récemment émis un rapport assez accablant sur tous les projets qui rentraient sous la loi Pinel et qui a conseillé au gouvernement de supprimer la loi Pinel. Donc bon, pour des raisons de lobbying, la loi Pinel n'a pas été supprimée, elle a été reconduite jusqu'en 2021, mais c'est typiquement quelque chose qui va pouvoir évoluer dans le temps. Donc lorsque l'on parle d'un projet immobilier à échéance 15 ans, 20 ans, il faut prendre en considération ce genre de choses. Le deuxième risque, lorsqu'on se concentre trop sur des avantages fiscaux, c'est que automatiquement, on va aller vers une catégorie d'immobilier qui est l'immobilier neuf. Vous savez qu'en immobilier, vous avez deux façons d'acheter de l'immobilier. C'est soit vous achetez l'immobilier ancien, donc c'est l'immobilier qui est déjà construit, soit vous achetez l'immobilier neuf, c'est-à-dire qui n'est pas encore construit, et vous allez acheter sur plan ou en VFA, en voie future d'achèvement. Et donc, ce sont les deux catégories d'immobilier. Lorsqu'on se concentre vraiment sur des avantages fiscaux, automatiquement, on va aller vers de l'immobilier neuf. Pourquoi? Parce que les promoteurs immobiliers, évidemment, se sont engouffrés dans la brèche de ces avantages fiscaux-là et vont aller vous séduire avec des chiffres qui peuvent être effectivement très impressionnants en termes d'avantages fiscaux. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le neuf a des inconvénients et des avantages aussi, il faut pas le nier. Il a des inconvénients que l'ancien n'a pas forcément, en tout cas en termes de fiscalité. Même s'il y a des avantages très intéressants à investir dans le neuf, déjà vous êtes non résidents fiscaux, donc déjà vous pouvez enlever la majorité des avantages fiscaux qu'il y a sur le neuf. Donc il y a déjà très peu d'intérêt pour d'investir dans du neuf en France, qui sont du neuf sous des programmes de type Pinel ou de type loi qui permettent de défiscaliser sur ces revenus perçus en France. Le gros problème du neuf aujourd'hui, c'est que lorsqu'un promoteur immobilier va, par exemple, sortir un nouveau programme, il n'y aura pas un appartement dans le programme, il va y en avoir plusieurs, ou alors plusieurs lotissements, plusieurs maisons, voire plusieurs dizaines de maisons ou d'appartements au même endroit, et que la localisation dans laquelle va construire le promoteur sera pas nécessairement optimale pour de la location, en tout cas à long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les promoteurs immobiliers recherchent en permanence des terrains où investir et qu'ils ont certains avantages à construire à certains endroits ou dans certaines zones de France plutôt que d'autres. Mais ce ne sont pas forcément les zones qui sont les plus intéressantes pour un investisseur. Donc il faut faire très attention à ça. Le deuxième élément, c'est que le prix du neuf est en moyenne 15 à 20% plus cher que le prix de l'ancien. Alors ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Déjà, quand on est non-résident fiscal français, donc on ne paye pas d'impôt en France, on peut se dire, ah oui, moi je vais payer quelque chose de 20% plus cher, mais sans avoir l'avantage fiscal derrière qu'aurait un résident fiscal français. Alors c'est tout à fait vrai, nous c'est le discours qu'on tient aujourd'hui à des non-résidents qui veulent investir dans le neuf, on leur explique ça. Après, il faut aussi savoir que le neuf, ça a ses avantages, il y a des beaux programmes qui existent, mais que ce prix au mètre carré qui est plus cher peut être justifié par le fait que c'est justement un programme neuf et que vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de travaux dans les 5-10 prochaines années qui vont venir, sous-entendu que le promoteur qui aura construit le bien en question ou l'immeuble en question
et fait ça avec des matériaux qui soient de bonne qualité. Le troisième point, c'est que en général, sur du neuf, il va falloir attendre très longtemps avant de faire une plus-value intéressante. Alors pourquoi? Parce que déjà le prix de départ est 20% plus cher au mètre carré. Le prix au mètre carré de départ est 20% plus cher que la moyenne de l'immobilier localement parlant. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir 20% de temps en plus pour arriver à faire de la plus-value par rapport à de l'ancien, par exemple. Et le deuxième élément, c'est que lorsque vous investissez dans un programme neuf, en général, ce sont des programmes avec des lois défiscalisantes qui vous encadrent en termes de délai. C'est-à-dire que vous êtes obligé de louer à un certain type de population pendant une durée déterminée. Et une fois que cette durée est déterminée, vous n'avez plus l'avantage fiscal. Donc, qu'est-ce que font la plupart des investisseurs? C'est qu'au bout de cette durée, tout le monde vend. Et en fait, vous vous retrouvez au bout de 9 ans, 10 ans, 12 ans, avec toute une série d'appartements ou toute une série de lots à vendre au même endroit. Et forcément, quand il y a beaucoup de demandes au même endroit et qu'il y a beaucoup d'offres au même endroit, et que la demande, elle, n'augmente pas forcément, automatiquement, c'est moins attirant, donc ça fait baisser les prix. Donc vous arriverez à vendre moins facilement si vous vendez en même temps que tout le monde, ce que font la majorité des investisseurs quand ils investissent dans le neuf. Donc, il faut voir ça aussi, la rentabilité dans tous les sens du terme, puisque vous achetez plus cher et qu'en plus de ça, la revente va être plus compliquée parce que ce sont des produits qui sont moins liquides que l'ancien. Tout ça fait que à long terme, vous allez avoir une rentabilité qui sera pas si exceptionnelle que ça, voire qui sera moins bonne que dans l'ancien. Si on compte tout confondu, donc dans la rentabilité, je parle de la rentabilité du bien année après année, et j'inclus également la plus-value en cas de revente. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que lorsque l'on se concentre uniquement sur la fiscalité, donc là on vient de voir que à la fois les dispositifs fiscaux n'étaient pas figés dans le temps, donc ils peuvent disparaître du jour au lendemain. La majorité de ces dispositifs-là s'appliquent au neuf, donc automatiquement, si on est figé sur la fiscalité, on va aller vers des programmes neufs, et on vient de voir que c'est pas forcément le placement le plus intéressant lorsqu'on est investisseur. Et en plus de ça, on a vu en dernier point que les programmes neufs, c'est des produits qui sont peu liquides, donc vous allez avoir un peu plus de mal à les revendre parce que tout le monde revend au dernier moment. Un deuxième risque que l'on a lorsque l'on dit je veux absolument investir pour la défiscalisation, alors c'est pas un deuxième risque, pardon, c'est comment du coup s'en sortir lorsque on est quand même axé défiscalisation et qu'on veut quand même investir dans l'immobilier. Bon, là vous le savez, ça fait déjà plusieurs webinars qu'on vous en parle, c'est le statut du LMNP. En investissant donc dans l'ancien et en louant un appartement en meublé, donc avec un bail meublé. Attention, je le rappelle, puisque vous êtes nombreux à nous poser la question, il ne suffit pas d'avoir un bail meublé pour bénéficier de l'avantage LMNP, il faut aussi que votre déclaration fiscale soit de type LMNP. Donc, si vous louez avec un bail meublé, mais que derrière vous faites une déclaration de revenus fonciers classique, vous ne bénéficierez pas de l'amortissement qui est le gros point clé du LMNP. Alors, comment faire pour investir dans du LMNP et quels sont les avantages surtout? Vous avez beaucoup plus de choix dans l'investissement puisque vous allez investir dans l'ancien. Donc, pour le coup, vous couvrez, peu importe la région, vous n'êtes pas dépendant d'une zone où il va y avoir un promoteur qui aura décidé de construire. Donc, vous n'êtes pas figé à une zone ou une ville. Et en plus de ça, vous n'êtes pas engagé sur une durée spécifique à être forcé à louer à un type de locataire et donc à avoir des loyers qui sont capés pendant 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Le deuxième point intéressant, on vous le répète aussi très régulièrement, c'est que dans le cas du statut LMNP, vous avez énormément de charges qui sont déductibles. Alors évidemment, vous avez tout ce qui va vous permettre d'acheter l'appartement. Donc ça va être les frais de notaire, les frais d'agence, nos honoraires à nous, si vous meublez l'appartement, du coup vous allez avoir tous les meubles de l'appartement, tous les frais de mise en service et après tous les frais d'entretien. Donc tout ça vous allez pouvoir le déduire de vos revenus, ce qui fait qu'à la fin, lorsque vous faites vos revenus moins toutes vos charges, vous allez être en négatif et quand vous êtes en négatif, vous ne payez mécaniquement pas d'impôt. Donc
Attention lorsque l'on se concentre uniquement sur la fiscalité, parce que si on fait ça, on a tendance à aller vers du neuf, alors qu'en fait, la solution, ce serait peut-être plus d'aller vers de l'ancien, qui est aussi intéressant fiscalement, voire même plus intéressant fiscalement que le neuf, sous-entendu qu'on s'y connaisse un petit peu en termes de fiscalité pour justement avoir à gérer ce statut LMNP. Alors ça, c'est le premier piège, vraiment se concentrer uniquement sur la fiscalité. Le deuxième piège qui revient vraiment souvent, c'est de ne se concentrer uniquement sur de la rentabilité, c'est-à-dire le rendement d'un bien. Alors, pourquoi c'est un vrai piège? Parce que si on se concentre uniquement sur la rentabilité, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le risque, c'est d'avoir un rendement, enfin une vacance locative qui est plus élevée. Alors, pourquoi? Parce que quelqu'un qui va se dire, moi je veux absolument avoir 8, 9, 10% de rentabilité. Les seules façons d'avoir ce genre de rentabilité dans l'immobilier, c'est d'aller dans des zones où la demande n'est pas très forte et où justement on va pouvoir avoir ce genre de rentabilité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres et il n'y a pas beaucoup de demandes. Qu'est-ce que ça implique? Je vous le rappelle assez régulièrement aussi, il faut jamais oublier qu'une rentabilité équivaut à un risque. Plus la rentabilité est élevée, plus le risque est élevé. Dans l'immobilier, le risque lié à l'immobilier, c'est quoi? C'est la vacance locative et c'est le risque de ne pas revendre le bien à un certain prix donné. Donc c'est la liquidité du bien. Donc, si on se concentre uniquement sur la rentabilité d'un actif immobilier, d'un appartement, d'une maison, d'un immeuble, on va se retrouver automatiquement avec des risques en face. Et ces risques, qu'est-ce qu'ils sont? C'est de la vacance locative. Donc, la vacance locative, c'est quoi? C'est le fait de ne pas louer le bien ou l'immeuble pendant un certain temps donné. Donc, ça veut dire que pendant une certaine période, vous allez avoir 0 revenus qui vont rentrer. Et si vous faites le calcul qui est relativement simple, hein, sur un an, vous louez pas votre appartement pendant un mois, ça vous fait quasiment 10% de 10% de l'année qui disparaît, donc 10% de la rentabilité qui disparaît. Donc ça peut aller très très vite. Et le deuxième point, c'est la liquidité du bien. Donc si vous investissez dans des petites villes de province qui peuvent être très très bien hein, pour investir, où vous allez avoir des niveaux de rentabilité qui sont très élevés. Le risque également, c'est au moment où vous voulez revendre ou au moment où vous avez besoin de revendre, c'est de ne pas arriver à revendre ou alors de ne pas arriver à revendre avec autant de plus-value que ce que vous auriez espéré. Donc le risque qui se cache derrière le fait de se concentrer uniquement sur la rentabilité, c'est d'omettre justement le risque qui se cache derrière la rentabilité. Petit rappel, hein, risque rentabilité, vous placez sur un fonds ou sur un livret A, par exemple, en France, vous avez très peu de rendement, mais parce que vous avez très peu de risques. Vous placez votre argent en bourse ou dans les crypto-monnaies, vous allez avoir des rentabilités qui peuvent être gigantesques, mais parce que le risque est aussi très important. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Alors, quelle est la solution face à ce risque, ou en tout cas quels sont nos conseils? Le conseil, en fait, c'est déjà de déterminer quelle est votre aversion au risque, parce que le risque, qu'est-ce que c'est? En fait, le risque, c'est à la fois le gain potentiel que vous allez pouvoir faire, mais c'est aussi la perte potentielle. Donc le risque, en fait, c'est ce qui mesure l'écart entre le gain potentiel et la perte potentielle. S'il est très faible, typiquement sur un livret A, vous avez peu de chances de gagner beaucoup, mais vous avez peu de chances de perdre beaucoup aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un risque qui est faible. Crypto-monnaie ou la bourse, vous avez des chances de gagner beaucoup, mais vous avez aussi des chances de perdre beaucoup. Donc ça veut dire que le risque est très élevé. Donc il faut voir quelle est votre aversion au risque et comment est constitué votre patrimoine pour que vous ayez une partie allouée dans des actifs risqués, une partie allouée dans des actifs moins risqués ou non risqués, en fonction de vous, ce qui vous rassure et ce qui vous va bien. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et alors, pour ce qui est de l'immobilier, nous, ce qu'on vous conseille, c'est aller dans des villes soit à très forte rentabilité, mais du coup risquées, donc c'est savoir il y a un risque derrière, ou alors choisir pour des villes avec des rentabilités qui sont plus modérées, mais avec un risque modéré qui va en face. Donc c'est pour ça typiquement que nous on a choisi Paris, Bordeaux, Lyon, qui sont des villes dans lesquelles
le risque est modéré et la rentabilité est modérée également. Je fais juste une petite pause pour vous dire que vous êtes très nombreux là depuis le début à être arrivés sur ce webinaire. N'hésitez pas, encore une fois, je vois que vous êtes nombreux à nous avoir marqué votre pays. Il y a Adil qui arrive de Dubaï. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions et à m'interrompre surtout s'il y a un sujet sur lequel vous estimez que je ne suis pas assez clair ou alors si vous voulez une explication ou une précision, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. Alors, on va continuer. Donc là, on a vu 2 pièges principaux. Le 3e piège dans lequel tombent pas mal d'investisseurs, c'est se dire je vais acheter via un particulier, je veux absolument rechercher via uniquement des particuliers qui vendent parce que si je passe par des agences, je vais perdre de l'argent. Alors, ça, encore une fois, c'est un piège et pour le coup, il faut un petit peu se pencher sur la question pour vraiment comprendre pourquoi c'est un piège. La vérité sur les prix qui sont publiés par des particuliers qui vendent leurs biens immobiliers, c'est que déjà, un particulier, quand il va mettre son bien en vente, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur des sites d'annonces, sur des sites d'agences, et il va regarder quel est les prix qui sont pratiqués par les agences. Donc, il va aller voir sur Ce Loger, par exemple, il va aller voir un appartement 30 mètres carrés à Lyon qui va être vendu à un certain prix. Mettons 150 000 euros, il va se dire, moi j'ai un 30 mètres carrés aussi, donc je vais le mettre à 150 000 euros. Sauf qu'en fait, dans le prix qu'il y a sur Ce Loger, il y a déjà les frais d'agence qui sont inclus. Donc lui, il va se caler sur le prix frais d'agence inclus, mais pour l'acheteur qui va aller voir soit une agence qui va avoir un 30 mètres carrés à 150 000 euros, soit un vendeur particulier qui aura un 30 mètres carrés à 150 000 euros, finalement l'acheteur, il va quand même payer 150 000 euros. Donc en facial, ça va strictement rien changer pour l'acquéreur, pour l'investisseur. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que le vrai risque derrière, c'est que lorsque vous passez par un particulier, le particulier, c'est souvent un bien qui lui appartenait en propre, donc il va être beaucoup plus difficile de négocier avec le particulier plutôt que de négocier avec une agence, puisque l'agence, elle a tout intérêt à faire la vente, puisqu'elle n'est commissionnée que si la vente est faite. Donc nous, ce qu'on constate depuis les 10 dernières années, c'est que négocier avec un particulier, c'est extrêmement difficile et en plus de ça, les prix sont souvent plus chers que le marché, si ce n'est au même niveau que les prix de biens qui sont en agence. Et en plus de ça, il y a très peu de possibilités de négocier avec un particulier, alors qu'il y en a beaucoup avec une agence. Donc tout ça faisant, c'est beaucoup plus intéressant finalement de passer par une agence que de passer par un particulier. Alors que naturellement, on aurait tendance à penser le contraire. Ce qui est complètement compréhensible. C'était notre raisonnement aussi au tout début quand on a commencé, mais on s'est vite rendu compte que ce raisonnement qui est intuitif n'est pas vrai. La deuxième chose, c'est que lorsque vous faites le calcul financier, comme vous allez de toute façon, comme vous êtes côté acheteur, comme vous allez acheter le même prix, que ce soit par un particulier ou via une agence, pour vous, ça ne va rien changer. Sauf que quand vous allez passer devant chez le notaire, reprenons cet exemple de ce 2 pièces à 150 000 euros, 30 mètres carrés, 150 000 euros. Vous allez payer des frais de notaire via le particulier sur 150 000 euros, alors que si vous l'aviez acheté par agence, même prix 150 000 euros, mais vous auriez payé des frais de notaire uniquement sur la partie qui revient au vendeur. Donc, vous allez payer, mettons qu'il y ait 10 000 euros de frais d'agent, donc vous auriez payé des frais de notaire sur 140 000 euros et pas 150 000 euros. Donc, en fait, en payant la même chose, en payant 150 000 euros dans les 2 cas de figure, vous allez payer moins de frais de notaire en passant via une agence qu'en passant via un particulier. Donc, au final, à prix équivalent, ça va vous coûter moins cher de passer par une agence que de passer par un particulier. Encore une fois, le raisonnement est contre-intuitif complètement, mais si vous mettez les chiffres sur la table, vous allez vous rendre compte que c'est finalement plus intéressant de passer par une agence parce qu'on peut négocier plus facilement, parce que les prix ont souvent déjà été négociés et parce que vous allez payer moins de frais de notaire à prix équivalent que de passer en direct via un particulier. Donc ça c'est le troisième risque. Le 4e risque dans lequel tombent quelques investisseurs immobiliers, c'est d'investir avec beaucoup d'apports personnels, d'investir cash même, d'investir sans emprunter du tout. Alors,
Bon, ça, vous êtes en général très avertis sur le sujet. Nous, on vous le dit également. Investir dans un investissement locatif, l'objectif, c'est de faire souvent de l'épargne forcée. Donc, c'est de ne pas investir cash. Pourquoi? Parce que les taux sont tellement bas aujourd'hui qu'il vaut mieux emprunter l'argent plutôt que d'utiliser votre propre argent. Donc, vous utilisez l'argent de la banque pour le faire travailler et vous en mettant le moins possible. Alors, vous le savez aussi, lorsque l'on est non-résident, les banques demandent aujourd'hui des conditions qui sont de plus en plus dures. Elles demandent en général 20% d'apport du prix de l'appartement, 20% du prix de l'appartement en apport personnel, plus les frais de notaire. Donc, comme les frais de notaire sont de l'ordre de 7,5-8%, ça fait 20 plus 8, ça fait 28%. Nous, on aime bien arrondir à 30 en disant, si vous cherchez un appartement à 200 000 euros, 30% de 200 000 euros, ça fait 60 000 euros d'apport. Donc, il vous faut au minimum 30% d'apport en cash pour pouvoir prétendre à un prêt en France. C'est le cas général. Après, il y a des cas spécifiques, mais le cas général, c'est un peu ça. Vous pouvez retenir ça. Alors, je réponds à Darwin qui me pose la question. Pourtant, en passant en direct par le vendeur, on s'épargne des frais d'agence, raison pour laquelle les agences ne mettent pas l'adresse du bien sur Internet, sauf si ce dernier est en exclusivité. Alors, absolument pas. La raison principale pour laquelle une agence ne va pas mettre l'adresse sur Internet, sur les sites d'annonces, si elle n'a pas le mandat en mandat exclusif, c'est parce que bien souvent, en fait, elle veut se protéger de ses confrères. C'est que les agences entre elles vont se voler des mandats. Et donc, si elles voient qu'il y a un mandat non exclusif sur un bien, elles vont essayer de contacter le propriétaire du bien pour re-signer un mandat avec elle, un deuxième mandat non exclusif. Donc ça, c'est la raison principale pour laquelle les agences ne mettent pas les adresses sur les annonces. Après, quand vous dites en passant en direct par un vendeur, on s'épargne les frais d'agence, oui et non en fait, parce que si vous regardez, alors sauf si vous voyez un vendeur qui met son bien en agence à un certain prix et qui le met sur le Bon Coin particulier avec le même prix moins les frais d'agence, là évidemment, effectivement, ça arrive assez peu souvent en général. Un vendeur, lui, s'il peut récupérer les frais d'agence et se les mettre dans sa poche, bah, il se les récupère pas, il va pas vous les offrir. Je réponds à Floyd également. Comment emprunter en tant que non-résident? Alors là, bah justement, c'est la partie sur le piège d'investir en cash. Donc, on va discuter. Baudouin, justement, ça répond à votre question. Très difficile d'emprunter en France pour les US personnes. Vous avez raison. Alors, on va parler de tout ça, justement. Donc, le piège d'investir en cash, là, pour le coup, vous êtes très nombreux à le savoir. Vous êtes très nombreux à vouloir emprunter lorsque vous voulez investir en France. Donc, ça, vous avez parfaitement raison. Pourquoi? Parce que si vous investissez tout votre cash, bah pour le coup, vous allez vous priver de cette capacité à faire d'autres choses à côté, alors que vous pourriez emprunter aujourd'hui, évidemment, mais vous pourriez emprunter, bénéficier de l'effet de levier, tout en conservant votre cash. Attention, ce raisonnement, il est valable uniquement parce que les taux sont très très bas aujourd'hui et notamment parce que les taux sont sont inférieurs même à l'inflation. Donc c'est plus intéressant d'emprunter et de faire travailler l'argent plutôt que d'utiliser son propre argent. Alors, comment emprunter lorsque l'on est non-résident? Bah, Floyd, c'est ce qu'on vient de voir rapidement. Lorsque l'on est non-résident, il est toujours possible d'emprunter. On réalise des centaines de projets, nous, très régulièrement, avec systématiquement des gens qui empruntent. Donc, c'est possible. Ça dépend de votre situation. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on analyse votre situation patrimoniale et matrimoniale. Ça va dépendre de tout un tas de paramètres. Et Baudouin, alors oui, il est plus difficile pour un US resident, US person d'emprunter en France qu'un autre non-résident. Mais on a des partenaires qui financent les US person en fonction, encore une fois, de votre situation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je sais que la FATCA est un vrai sujet pour les US personnes. C'est un sujet qu'on a déjà traité ici dans un webinar que vous pouvez voir en replay d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons des solutions y compris pour les US personnes. Alors, le dernier piège, qui est le 5e piège et qui est probablement le plus important, mais le moins visible, c'est... Je vais attendre là, je réponds juste à la question de Jean-Pierre, petit teasing. Est-ce que l'on peut emprunter si on est entrepreneur en Inde?
Jean-Pierre, votre question, elle est très intéressante, puisque c'est un sujet que justement que l'on aborde très souvent chez MyExpat, qui n'est pas la question de l'Inde ou pas de l'Inde, ou d'un autre pays d'ailleurs, c'est surtout la question de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, lorsque vous êtes entrepreneur, déjà en France, c'est compliqué d'emprunter, mais alors si vous êtes entrepreneur à l'étranger, c'est quasiment impossible d'emprunter. J'ai malheureusement le regret de vous dire ça. Sauf si vous avez une épargne qui est très conséquente et un revenu régulier depuis les 3 dernières années qui est très conséquent aussi. Ce sont les deux conditions qui feront que vous pourrez emprunter. Et encore une fois, c'est pas gagné. Nous, on a certains partenaires qui acceptent d'étudier les dossiers, mais de manière générale, c'est extrêmement compliqué, voire impossible d'emprunter en France lorsque l'on est entrepreneur. Mais contactez-nous, on analysera votre situation et on verra, en fonction de votre situation patrimoniale, pareil, matrimoniale aussi, c'est important de voir si vous pouvez emprunter ou non. On pourra faire cette étude avec vous avec grand plaisir. Alors, si je reviens sur ce cinquième et dernier piège, le cinquième et dernier piège, c'est quoi? C'est de se dire, je vais attendre parce que demain, il y aura une meilleure opportunité. Je vous dis ça parce que vous êtes très nombreux en tant qu'investisseurs à dire alors Floyd, je réponds juste comment vous contacter par email. Le mieux, c'est par le formulaire. Vous allez sur le site, dans l'onglet Contact, en haut, vous avez un formulaire très précis et vous nous envoyez ça. Nous, ça arrive directement dans notre CRM et ensuite, on vous répond en moins de 24 heures. Cinquième piège, toujours attendre une meilleure opportunité. C'est un piège qui est très important. Pourquoi ? Vous êtes très nombreux aujourd'hui, que ce soit des personnes qui sont déjà clientes avec nous, que ce soit même des personnes qui veulent investir avec nous, c'est de se dire j'ai une opportunité, mais je vais attendre de voir si je peux pas trouver mieux. Alors nous, ça nous fait, on travaille beaucoup sur le sujet et notamment avec nos clients. Pourquoi ? Parce que dans l'immobilier, en fait, c'est pas plus on attend, plus on va avoir de meilleures opportunités. Plus on attend, plus effectivement, potentiellement, on peut avoir une meilleure opportunité. Mais on a eu plusieurs clients, typiquement, à la première opportunité qu'on leur a présentée, premier investissement intéressant, qui l'ont refusé parce que c'était la première, et qui du coup, 2, 3, 4, 5 opportunités après, s'en mordent les doigts parce que finalement, ils se rendent compte que c'était la première la plus intéressante. Alors que, justement, on avait dit que c'était une opportunité très, très intéressante. Donc, c'est quelque chose qui est, pour le coup, très difficile à gérer lorsque l'on est investisseur, c'est de se dire, je tombe sur une opportunité, si elle est très bonne, il faut y aller. Alors, la vraie question, c'est de se dire, comment j'arrive à identifier si l'opportunité est très bonne ? Lorsque l'on débute, c'est extrêmement compliqué. Nous, chez MyExpat, ça fait 10 ans qu'on fait ça. On fait des dizaines et des dizaines de visites par semaine. Lorsque l'on voit une bonne opportunité, on sait que c'est une bonne opportunité. Et donc, c'est pour ça qu'on vous la pousse en tant qu'investisseur en disant, celle-là, c'est une bonne opportunité, il faut pas la rater. Et donc, le risque, c'est quoi? Derrière le fait de dire, je préfère attendre un petit peu, c'est que le marché évolue et que du coup, vous perdiez l'opportunité. Le deuxième risque, c'est que typiquement, c'est ce qui se passe en ce moment depuis 1 an, 2 ans, les prix augmentent, donc plus vous attendez, plus les prix vont augmenter. Et donc plus vous allez acheter une même surface à un prix qui sera plus élevé que si vous l'aviez acheté quelques mois plus tôt. C'est également le cas sur des personnes, des investisseurs qui veulent se lancer dans un projet, mais qui sont un peu timides et qui n'osent pas. Alors, ce que je comprends, c'est extrêmement compliqué de faire le premier pas et qui préfèrent attendre. On a eu le cas très régulièrement, très récemment, d'un client qui a lancé son projet là il y a 2 semaines et qui nous avait contacté pour la première fois il y a 2 ans. Bon, en 2 ans, les prix immobiliers ont pris quasiment 15% et il s'en mord les dos aujourd'hui. Mais il se lance quand même dans son projet parce qu'il a compris que il faut y aller le plus tôt possible. Et la dernière question, enfin le dernier point de ce risque de trop attendre, c'est que plus on attend, plus il n'y a pas de meilleures opportunités. C'est plus il y aura d'autres opportunités, mais il n'y aura pas forcément de meilleures opportunités. C'est aujourd'hui, par exemple, si vous disiez, vous êtes célibataire, vous cherchez un conjoint, vous rencontrez quelqu'un, et puis finalement vous lui dites, non, je préfère qu'on arrête là parce que j'attends de voir si je peux pas trouver mieux.
C'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cherchez à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ben oui, vous pourrez toujours trouver. Après, la question, c'est quand et est-ce que c'est effectivement vraiment le cas? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Nous, c'est ce qu'on répète assez systématiquement chez MyExpat. Donc, ce risque est un vrai risque puisque c'est un raisonnement qui est assez naturel chez l'être humain et qui, pour le coup, est complètement contre-productif financièrement parlant. Alors, quelles sont les solutions pour arriver à contrer ce risque-là? C'est déjà se mettre dans une mentalité d'être opportuniste. Alors, et de se dire, voilà, je prends une opportunité, il y en a une, j'y vais. Ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est vous mettre dans cet état d'esprit-là psychologiquement. Après, la deuxième chose à faire, c'est être réaliste par rapport au marché. Alors nous, on est là également pour vous conseiller, mais c'est être réaliste par rapport au marché. C'est lorsque vous voyez une opportunité, la première réaction souvent, c'est de dire ah, c'est trop cher par rapport au marché. Bon, puis en fait, on se rend compte que le lendemain, le bien, il est parti au prix, sans aucune négociation, et qu'il y a il y avait 10 acheteurs dessus, et que de toute façon, il est parti au prix auquel vous l'avez vu. Donc, il y a ce que vous dites du marché, et il y a la réalité du marché qui est que, même si vous dites c'est trop cher, si le bien est vendu à ce prix-là, c'est que le marché est à ce prix-là. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt encore à accepter que le marché est à ce niveau-là. Ça, c'est encore quelque chose. Ce que d'ailleurs peu de gens font par rapport au marché mobilier, aux valeurs mobilières. Si vous êtes, je sais pas, dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous êtes propriétaire d'actions aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà acheté des actions? Lorsqu'on achète une action, on se dit rarement, ah, elle est trop chère cette action. À moins d'être un investisseur aguerri après avoir analysé la société, après avoir analysé la courbe de distribution des dividendes, de ce que fait Warren Buffett d'ailleurs typiquement, et qui se dit non, cette action-là par rapport au chiffre d'affaires de la société et aux résultats de la société, à cette perspective de croissance, cette action-là, elle est trop chère par rapport à ce que vaut la société. Lui, il est capable de faire cette analyse. Peu de gens sont capables de le faire. Par contre, dans l'immobilier, peu de gens sont capables de faire l'analyse, mais par contre, tout le monde est capable de dire, et tout le monde le fait, en se disant c'est trop cher. Sur la base de quoi c'est trop cher? On ne sait pas. Mais en tout cas, la réalité des choses, c'est que le marché dit que non, ça n'est pas trop cher, puisque les biens se vendent à ces prix-là. La troisième solution, et là c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est lorsque vous êtes investisseur, lâchez de côté tout ce qui peut être affectif. L'affect, c'est ce qui va vous empêcher d'investir. Donc dans l'affect, il y a le fait de se projeter dans l'appartement en disant non, j'aime pas ou j'ai pas le coup de cœur. En fait, c'est pas ça qui fait qu'un investissement va être rentable ou va être intéressant. C'est pas le fait que vous ayez le coup de cœur. C'est la localisation, c'est la surface, est-ce que vous en faites après, est-ce que vous faites des travaux, est-ce que vous le meublez bien, est-ce qu'il va être beau, est-ce qu'il va être agréable à vivre. Ça va être tout ça. Ça va pas être le fait que vous ayez le coup de cœur ou pas. Donc ça, c'est très important aussi. Et après, c'est d'être extrêmement pointueux sur les critères. Pourquoi? Parce que si effectivement vous cherchez à faire un investissement locatif en vous disant, moi je veux un dernier étage vu sur la Tour Eiffel avec un ascenseur, forcément vous allez attendre peut-être 1 an ou 2 ans avant de trouver ce que vous cherchez. Et encore, vous n'êtes même pas sûr de le trouver. Donc plus vous avez de critères qui sont vraiment très pointilleux, plus vous allez retarder votre projet, moins la probabilité de trouver sera élevée, et du coup vous allez vous y perdre puisque plus vous attendez, plus les prix vont avoir tendance à augmenter. Donc, être opportuniste, être réaliste par rapport au marché, fiez-vous au marché et pas à ce que vous pensez du marché. Repensez à ce que je vous ai dit sur Warren Buffett. Et 3, laissez de côté le côté affect le plus possible. L'exercice qui est parfait, c'est de vous dire, si vous voulez investir à Bordeaux parce que vous avez de la famille à Bordeaux, changez de cap et allez investir à Paris. Allez investir dans une ville que vous ne connaissez absolument pas, dans laquelle vous n'avez pas du tout de famille. Voyez ça comme un produit d'investissement financier. Alors, je réponds aux 2 questions. Alors, Isabelle Moreau, comment êtes-vous rémunéré? Je vous invite à nous contacter puisque notre rémunération dépend de chacun de vos projets. Donc, contactez-nous sur la page contact, on aura plaisir à vous répondre. Julien Casalon, comment peut-on déduire les frais de notaire? Donc, ça, c'est uniquement dans le cas d'une location en bail meublé et donc en faisant une déclaration fiscale LMNP.
c'est le comptable qui va faire votre déclaration fiscale LMNP, qui va intégrer les frais notaires dans les charges qui seront déductibles. Donc là encore, si vous faites un projet par nous, on a des contacts, des partenaires qui peuvent faire votre déclaration fiscale. Si vous êtes déjà propriétaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on vous mettra en relation avec eux avec grand plaisir. Et puis si vous êtes sur le point de préparer un projet immobilier, n'hésitez pas à nous appeler également. Adil, quel est le budget minimum pour lequel vous accompagnez les investisseurs? Alors, question très intéressante, effectivement, qui n'est pas forcément liée au sujet du webinaire de ce jour, mais on va quand même vous répondre. Alors, nous, on a des budgets minimums qui dépendent des villes dans lesquelles on est présent. On est présent à Paris, à Lyon et à Bordeaux. À Paris, on a un budget minimum de 220 000 € pour un studio, parce qu'on sait qu'en dessous de 220 000 €, c'est extrêmement compliqué de trouver, à moins d'aller chercher dans des arrondissements qui sont très périphériques et qui, du coup, intéressent moins les investisseurs qui nous contactent. Donc, c'est 220 000 € pour Paris. Et puis, Lyon et à Bordeaux, on est à 130 000 € minimum. Là encore, parce que dans Bordeaux intramuros, dans Lyon intramuros, c'est le budget minimum pour que l'on arrive à vous trouver quelque chose qui soit vraiment intéressant. Voilà, j'espère Adil, que j'ai répondu à votre question. On arrive à la fin de ce webinar. J'espère que toutes ces sujets-là vous auront plu. J'espère avoir été le plus clair possible. Donc, on a vu les 5 pièges dans lesquels il est facile de tomber, mais pour le coup, il est plutôt difficile de s'en sortir. Donc typiquement, le fait de se dire je vais attendre la meilleure opportunité, par exemple, c'est très facile d'avoir ce genre de comportement-là, et pour autant, c'est beaucoup plus difficile de se dire bah oui, j'y vais. Donc la première des choses, c'est vraiment d'avoir conscience de ces pièges-là. Une fois que vous en avez conscience, donc maintenant vous allez éteindre votre ordinateur ou votre téléphone mobile, vous aurez conscience de ces pièges-là. Donc, quand vous allez vous lancer dans un projet immobilier, n'oubliez pas ces 5 pièges. Encore une fois, vous pourrez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas ces 5 pièges et n'oubliez pas surtout les conseils que je viens de vous donner pour arriver à vous en sortir. Alors, pour terminer, justement, puisqu'on pose des questions sur MyExpat, l'accompagnement que chez MyExpat on propose, c'est justement de vous éviter de rentrer dans ces 5 pièges-là. On a 10 ans d'expérience derrière nous, donc on est capable sur chacun de ces pièges de vous dire attention, là vous êtes en train de tomber dans tel ou tel piège, que ce soit en amont du projet ou que ce soit en cours du projet. Donc on est capable et on accompagne des centaines d'expatriés dans leur investissement immobilier en France. On est vraiment les spécialistes de l'investissement locatif immobilier pour des expatriés français. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas évidemment à nous commenter ou à nous donner des avis ou à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Camille, qui est derrière moi, essaye d'être le plus réactif possible. On essaye de vous donner le plus d'informations possible. On va bientôt, vous allez avoir de plus en plus d'infos sur notre blog. Écoutez, vous pourrez revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube. J'espère encore une fois avoir été le plus clair possible. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, à vous inscrire à notre newsletter dans laquelle on vous donne régulièrement pas mal d'informations également. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée pour certains, une très bonne soirée pour d'autres, et puis une bonne après-midi pour ceux qui sont un petit peu plus proches de la zone Paris-France. Merci d'avoir été là, un grand merci d'avoir été si nombreux et d'avoir joué le jeu à poser les questions. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas évident de faire ça depuis Paris et puis surtout pour vous depuis l'étranger. Et je vous souhaite une très bonne journée et très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.